Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Notre invité aujourd'hui est Franck Riester, ministre français chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Franck Riester, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Maroc et merci de nous accorder cet entretien. Merci à vous. Alors, ce n'est pas votre première visite au Maroc. Il y a un peu plus d'un an déjà, en octobre 2020, où vous aviez réservé votre première visite hors Union européenne au Maroc, en tant que ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. C'est un signal fort de l'importance que vous mettez dans l'amitié franco-marocaine et dans le partenariat entre Rabat et Paris en matière économique, tant dans les échanges commerciaux que dans les partenariats économiques au Maroc, en France, mais aussi en Afrique. La force des liens économiques, mais aussi historiques et politiques qui unissent les deux pays et les relations solides entre leurs entreprises ont déjà donné naissance à des projets structurants, industriels qui ont permis de créer de vraies filières industrielles dans le domaine de l'aéronautique, l'automobile pour ne citer que cela. Il y a le projet du TGV, très bon projet. La France est le premier partenaire économique du Maroc et le second derrière l'Espagne pour les échanges économiques. Aujourd'hui, quelques 950 entreprises françaises sont installées au Maroc, des entreprises qui génèrent plus de 100 000 emplois directs, alors que de plus en plus d'entreprises marocaines choisissent la France pour investir. Le Royaume fait partie désormais du top 25 des pays investisseurs en France et il est depuis 2018 le premier pays africain investisseur dans l'Hexagone en nombre de projets d'emploi créés. Tout cela traduit une certaine maturité des relations économiques entre les deux pays. Mais si vous êtes là aujourd'hui, Monsieur le Ministre, c'est que beaucoup de choses restent à faire. Donc, quels sont les principaux objectifs de votre visite aujourd'hui? Écoutez, merci encore de votre accueil et vous avez bien résumé l'importance de la relation économique entre le Maroc et la France. Et il me paraissait important, après une période de Covid, après la nomination d'un nouveau gouvernement, de venir rapidement pour faire un point d'abord avec mes homologues et puis faire un point avec les chefs d'entreprise qui sont des interlocuteurs privilégiés. Parce que nous considérons que le renforcement des liens entre le Maroc et la France en matière économique passe bien sûr par des relations au niveau gouvernemental, mais peut-être encore davantage par des liens avec les entreprises. Entreprises marocaines, entreprises françaises, pour davantage investir dans les deux pays, pour davantage échanger entre nous, et puis pour bâtir des partenariats qui permettent ensemble d'aller à la conquête d'autres marchés. Je pense par exemple au marché en Afrique. Alors, Monsieur le ministre, les changements qu'a subi l'économie mondiale à cause de la pandémie ouvrent de nouvelles opportunités pour les deux pays. La crise sanitaire a mis à nu la vulnérabilité des longues chaînes de valeur. Je pense que l'industrie européenne et le monde entier en a tiré quelques leçons et se sont déjà tournés pour certains vers des chaînes de valeur beaucoup plus courtes et plus fiables. Quelles conséquences une stratégie de relocalisation des chaînes de valeur industrielles pourraient avoir sur le développement des pays du voisinage européen et quel rôle peut jouer le Maroc dans la relocalisation de l'économie française et européenne, notamment dans le contexte de la relance post-Covid-19? Un des objectifs aussi de ma visite, c'est de saisir les opportunités importantes qui sont présentes aujourd'hui. Les opportunités d'abord des grandes ambitions de nos gouvernements respectifs, la nouvelle politique de développement, le plan 2030 du président Macron qui vise à structurer la stratégie économique et commerciale de nos deux pays en misant sur la décarbonation de nos entreprises, en misant sur les énergies renouvelables, en misant sur les nouvelles technologies, les technologies d'avenir, en misant sur la jeunesse et la formation, en misant sur la cohésion des territoires. Toutes ces similitudes de nos ambitions doivent nous donner des opportunités pour l'avenir. Et puis deuxièmement, il y a la situation économique et commerciale, des flux logistiques, des flux commerciaux et économiques bouleversés par la crise Covid. Et nous devons en tirer toutes les conséquences. C'est ce que nous faisons en Europe, avec ce que nous appelons notre autonomie stratégique, qui vise à repenser nos chaînes d'approvisionnement, nos chaînes de valeur, en diversifiant nos fournisseurs, en créant sur un certain nombre de secteurs d'activité ou de produits stratégiques, des stocks stratégiques, et aussi en repensant nos chaînes d'approvisionnement, nos chaînes de valeur, en relocalisant une partie de ces chaînes de valeur de l'Asie vers la France, vers l'Europe, mais aussi vers nos voisins les plus proches, à commencer par nos voisins du Maghreb et à commencer bien sûr par le Maroc où je suis pour 2 jours.
cette réorganisation de ces chaînes de valeur, qui se fait évidemment d'abord par les entreprises, mais soutenue par l'État et soutenue par l'Europe, doit permettre de nouer des nouveaux partenariats avec le Maroc. Regardez les problèmes de temps de trajet pour approvisionner les produits depuis l'Asie aujourd'hui, avec les perturbations considérables qu'il y a, avec le renchérissement des coûts de transport qui impactent le coût à la fois des produits importés ou exportés. La proximité avec le Maroc est de ce point de vue-là un atout considérable, sans compter bien évidemment les liens historiques, la langue bien sûr, la culture par bien des égards. Et donc tous ces éléments sont autant d'atouts dans des partenariats futurs, dans le cadre de cette autonomie stratégique française et européenne. Alors Franck Riester, vous avez aujourd'hui rencontré les membres de la CGEM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Vous avez aussi visité l'accélérateur de la Factory pour prendre connaissance de l'écosystème des startups marocaines. Comment se sont déroulées ces rencontres et ces visites? Et avez-vous déjà quelques pistes pour l'avenir et pour le renforcement du partenariat entre nos deux pays? Oui, c'est important encore une fois pour moi de rencontrer les acteurs de la société civile, les acteurs entrepreneuriaux marocains, que ce soit ceux de la CGEM ou ceux des start-up, du monde de la start-up, que j'avais l'occasion d'ailleurs pour certains d'entre eux de rencontrer à Montpellier, dans le nouveau sommet Afrique-France, voulu par le président Macron. Ce qui est important pour moi, c'est de soutenir toutes les initiatives qui permettent de renforcer ces partenariats, et notamment depuis les entreprises, en partant du terrain, en partant de leurs besoins. C'est aussi tous les partenariats dans le secteur de la décarbonation, dans le secteur des énergies renouvelables, dans le secteur des nouvelles technologies, qui sont des secteurs complémentaires par rapport au grand secteur de partenariat historique entre le Maroc et la France. Vous avez évoqué tout à l'heure l'automobile, l'aéronautique. On peut parler aussi bien évidemment de l'agro-agriculture, l'agroalimentaire et l'agri-food, qui sont des secteurs de plus en plus forts entre nous. Je pense au secteur des transports, vous parliez de la ligne TGV entre Tanger et Casablanca, mais il y a aussi des nouveaux secteurs sur lesquels il faut qu'on aille ensemble. Si on parle des énergies renouvelables, on peut parler par exemple de l'hydrogène, où il y a un énorme potentiel aussi au Maroc, et c'est une des priorités du plan France 2030. Monsieur le ministre, au-delà de la coopération économique classique entre le Maroc et la France, et des échanges commerciaux, il y a question aujourd'hui de nouer un nouveau type de partenariat, un New Deal, au service d'une ambition commune en Afrique. Où en est cette ambition ? Écoutez, vous savez que le président de la République, depuis son discours de Ouagadougou, a fait de sa politique africaine une politique prioritaire de renouvellement de la relation avec l'Afrique, une relation gagnante-gagnante, mutuellement bénéfique, et il souhaite aussi que ça soit au cœur de la présidence française de l'Union européenne. Nous voulons absolument, avec cette politique, bâtir des partenariats justement sur le long terme qui permettent de créer de la valeur dans les différents pays africains, dans les pays du Maghreb bien sûr, mais aussi dans les pays d'Afrique subsaharienne, que ce soit bien sûr d'abord francophone, mais aussi dans d'autres régions d'Afrique, pour pouvoir finalement démontrer à quel point la France a une façon de travailler, de bâtir des partenariats différents que peut-être d'autres pays du monde. Regardez pendant la crise Covid, certains salariés de certaines entreprises d'autres pays sont partis pendant la crise. Les salariés français, les entreprises françaises sont restés présents pendant la crise pour faire face. Il n'y a pas que quand ça va bien qu'il faut être présent en Afrique, c'est aussi quand c'est difficile, aussi quand ça va mal, qu'il faut être aux côtés des pays africains pour bâtir ces partenariats de temps long. Regardez l'investissement du président de la République dans l'accès aux vaccins, à travers l'initiative COVAX, à travers l'initiative ACTA, à travers ce que je suis en train de négocier avec d'autres pays au sein de l'OMC pour bâtir un accès privilégié, plus facile à la propriété intellectuelle des vaccins, pour ensuite qu'ils puissent être produits directement dans les différents pays africains qui le souhaitent, qui ensuite permettra d'avoir un accès pour cette pandémie-là, mais pour les autres pandémies beaucoup plus facile aux Africains, aux vaccins et plus largement aux thérapies. Vous voyez, c'est cette nouvelle stratégie que nous essayons de mettre en place, en application. J'ai eu l'occasion de me déplacer dans 10 pays depuis que je suis ministre, depuis un peu plus de 16 mois, ministre du Commerce extérieur. Et nous voulons profiter de la présidence française de l'Union européenne pour accélérer au niveau européen
Moi-même, au sein de la filière commerce, j'aurai l'occasion à plusieurs reprises de mettre cet agenda de la relation entre l'Union européenne et l'Afrique au cœur des priorités. Il y a beaucoup d'attentes à ce sujet. Il y a l'envie chez les pays africains, qu'ils soient subsahariens, francophones, anglophones, d'une nouvelle relation. Et comment les acteurs privés des deux pays peuvent s'inscrire efficacement dans ce nouveau projet de partenariat ? Écoutez, avec la volonté de travailler ensemble davantage, et nous avons pris la décision de soutenir tous les projets de partenariat qui paraissent les plus pertinents en les finançant. Donc, nous avons, à travers la filière Proparco de l'Agence française de développement, mis en place un mécanisme de financement des entrepreneuriats africains, le plus souvent en lien avec la France, mais pas seulement, qui s'appelle Choose Africa, et que nous avons renforcé avec la crise Covid, qu'on appelle Choose Africa Résilience. C'est 3,5 milliards de mobilisés pour financer l'entrepreneuriat africain. Ce sont les partenariats noués et soutenus par BPI-France à travers ses participations à des fonds d'investissement qui permettent à la fois de soutenir des partenariats, mais aussi de soutenir des start-up africaines. Et donc vous voyez, nous pensons que soutenir financièrement l'entrepreneuriat africain est un des moyens clés pour créer à la fois de la croissance économique en Afrique, mais des partenariats forts avec la France. Et puis, le nouveau sommet Afrique-France à Montpellier, basé sur les sociétés civiles, et notamment sur les entrepreneurs, vise à identifier, bien sûr, des projets qui peuvent être soutenus, mais surtout créer des réseaux d'entrepreneurs qui ont envie de travailler ensemble. Alors bien sûr, les diasporas, la diaspora marocaine en France par exemple, ou la diaspora française au Maroc, mais aussi plus largement dans toute l'Afrique, qui sont les premiers piliers, les premiers liens forts qui existent entre nos pays, sur lesquels on veut s'appuyer, plus ces entrepreneurs qui ont cette ambition de se déployer en Afrique pour les entrepreneurs français, mais aussi ces investisseurs et ces entrepreneurs africains qui ont envie de venir investir en France. Moi, je me réjouis, vous le disiez tout à l'heure, de voir que le Maroc est le premier pays en termes d'investissement en France d'Afrique. Ça veut dire que les investisseurs marocains font le choix de la France aussi aujourd'hui en termes d'investissement. Et c'est donc, vous voyez, cette vision un peu holistique, globale, globale de nos partenariats qui m'intéressent, des échanges plus nombreux, importation et exportation, des investissements plus importants en France, en Afrique, de France vers l'Afrique, mais aussi, et notamment au Maroc, mais aussi d'Afrique vers la France, et notamment du Maroc vers la France. Et puis des partenariats en commun, et nous les soutenons à travers des dispositifs variés de financement. Alors nous allons continuer à parler de ce sommet de Montpellier, qui s'est déroulé les 7, 8 et 9 octobre, parce qu'il est important. C'est le premier sommet Afrique-France depuis 1973 qui s'est tenu sans les chefs d'État, avec la participation de milliers de jeunes africains de la diaspora. C'est un nouveau format qui devait permettre, selon la présidence française, d'écouter la parole de la jeunesse africaine et de sortir des formules. Là, je cite le président français, sortir des formules et des réseaux obsolètes pour une refonte de la relation France-Afrique. Cette rencontre a-t-elle atteint ses objectifs ? Oui, je crois. C'était un moyen pour effectivement la jeunesse africaine de dire des choses directement et d'une façon parfois cash au président de la République et d'ouvrir un dialogue franc et sincère et sans tabou. Mais aussi que les sociétés civiles se parlent, et notamment les jeunes, entre nous, entre Africains et Français directement, sans passer par, je dirais, les liens classiques de la diplomatie ou des gouvernements. Ce qui n'empêche qu'il y a des relations très régulières avec les gouvernements. Il y a notamment le sommet de financement des économies africaines à Paris le 18 mai, comme vous le savez, pour penser le financement de la dette sur le temps long d'une façon résiliente, pour penser le financement des infrastructures et le financement de l'entrepreneuriat africain. Alors le président français a été interpellé sur plusieurs sujets, les gens l'ont fait sans prendre des gants, ouais. C'était de manière cash. Il a été interpellé sur des sujets comme sur les migrants en Méditerranée, le financement de la dette, la restitution des œuvres d'art au Bénin, un sujet que vous portez dans votre cœur, que vous avez porté, ou encore sur la réduction du nombre des visas pour les ressortissants maghrébins. Et quelle réponse a apporté le président français, sachant que la question de la mobilité demeure une préoccupation importante
pour une jeunesse africaine qui attend toujours de voir se concrétiser les promesses d'Emmanuel Macron à ce sujet, 4 ans après le discours de Ouagadougou dont vous avez parlé. Oui, alors difficile de résumer en quelques minutes les plusieurs heures de prise de parole d'Emmanuel Macron et de dialogue avec les jeunes. Mais d'abord, oui, par exemple, la restitution des œuvres, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. J'ai travaillé en tant que ministre de la Culture et vous avez vu qu'il y a eu une restitution d'un certain nombre d'œuvres au Bénin et aussi au Sénégal et que le processus de restitution d'un certain nombre d'œuvres va continuer. Nous travaillons actuellement avec Madagascar parce que c'est important que le patrimoine africain puisse être accessible aux Africains en Afrique, bien sûr aussi dans d'autres musées du monde, mais aussi en Afrique, comme d'ailleurs les œuvres de l'humanité, qu'elles soient d'Afrique, qu'elles soient d'Europe, qu'elles soient d'Amérique, qu'elles soient d'Asie, doivent être accessibles ici aussi en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous soutenons tous les projets qui visent à créer des musées, créer des lieux d'exposition et de mettre en place des partenariats pour favoriser les expositions, favoriser l'accès à la culture partout en Europe, mais aussi en Afrique. Et cette démarche de restitution d'un certain nombre d'œuvres est une démarche absolument nécessaire, qui était un engagement du président de la République et qu'il a tenu. En ce qui concerne la question de la mobilité, c'est aussi une question importante. Nous voulons accueillir de nombreux étudiants. On voit bien que pour les partenariats de long terme, le fait que des jeunes Français viennent étudier au Maroc ou des jeunes Marocains viennent étudier en France, crée des liens particuliers. Crée des liens et ensuite c'est très utile pour la relation et pour bâtir des partenariats sur le temps long. D'ailleurs, dans les décisions qui ont été prises récemment de limitation du nombre de visas octroyés pour les pays du Maghreb, le Maroc par exemple n'a pas eu à souffrir au niveau du nombre d'étudiants accueillis de cette politique de visa. Donc, là, nous avons privilégié les étudiants. Après, nous devons trouver les voies et moyens d'un partenariat fort et solide en matière de mobilité, en matière de migration. Et donc, quand il y a, par exemple, des immigrés illégaux en France, ils doivent pouvoir revenir dans les pays du Maghreb, et en ce qui concerne le Maroc, au Maroc. Et c'est ce que nous souhaitons voir se mettre en place de nouveau, je dirais, puisque ça fonctionnait bien jusqu'à la crise Covid. La crise Covid a perturbé un peu tout ça. Il faut qu'on retrouve un mode de fonctionnement pré-crise Covid. Je suis optimiste, je le souhaite, je suis mobilisé, comme d'ailleurs mes collègues de l'Intérieur ou des Affaires étrangères. Alors on ne va pas dire que rien ne s'est passé, et les lignes ont bougé, même symboliquement. Cette histoire de restitution des biens au Bénin, c'était très très fort. L'annonce de la fin du franc CFA, la reconnaissance des responsabilités de la France dans les génocides des Tutsis au Rwanda en 1994, mais au-delà de symboles qui sont du reste très importants, quelle est aujourd'hui la priorité pour une véritable refonte de cette nouvelle relation France-Afrique et quelles propositions ont été faites à l'issue de ce sommet, sachant que la France a perdu ces 20 dernières années quelque part de marché, peut-être 50% selon des sources françaises en Afrique. Alors, le sommet n'était pas simplement sur les questions économiques, comme vous l'avez rappelé, il était sur les questions de sport, de culture, d'éducation. Et donc, bien évidemment, il y a tous ces beaux partenariats à bâtir avec des pays africains. C'est au cœur de la stratégie de l'Agence française de développement, de financer non seulement des infrastructures, mais aussi des infrastructures autour de la santé, de l'éducation, du sport, de la culture. Et nous allons continuer de le faire parce que c'est essentiel pour l'avenir. Cette richesse exceptionnelle de l'Afrique, qu'est sa jeunesse, doit pouvoir être accompagnée de la meilleure façon possible à travers notamment des politiques d'investissement solidaire au cœur de la politique de l'Agence française de développement. Il y a la question de la durabilité de la dette, de la résilience de la dette, de financement soutenable de la dette. C'est pour ça que le président Macron a souhaité mettre en place ce sommet le 18 mai pour trouver les voies et moyens pour mieux accompagner les pays africains dans la soutenabilité de leur dette. Il y a la question aussi de la réduction des gaz à effet de serre et la volonté que nous avons affichée de convaincre les partenaires occidentaux et les partenaires des pays les plus riches du monde de soutenir
l'Afrique dans son effort de réduction des gaz à effet de serre, avec des budgets très importants qui doivent être financés au service de cette décarbonation des pays d'Afrique. Et puis il y a le soutien à l'entrepreneuriat, je reviens dessus, c'est pour moi prioritaire, c'est en soutenant les entreprises, en les finançant, en soutenant ces start-up, en aidant les start-up et les entreprises à avoir les jeunes et les moins jeunes qualifiés, c'est-à-dire en soutenant toutes les initiatives de formation, qu'on arrivera à relever ce défi important de la dynamique économique en Afrique. Et en plus, s'il peut y avoir des partenariats avec la France, on ne peut que s'en réjouir. Justement, je vais revenir sur cette perte des parts de marché en Afrique. Il y a bien sûr le géant asiatique, chinois, on ne peut pas nier son rôle. Comment le Maroc et la France peuvent travailler en partenariat pour reconquérir des parts de marché? Nous avons une politique ambitieuse de soutien du volontarisme de nos entreprises, notamment les plus petites et les moyennes, vers l'Afrique. Puis ensuite, en ce qui concerne les partenariats, encore une fois, c'est en identifiant des secteurs d'activité bien précis, dans lesquels on peut repenser les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement, qu'on va pouvoir accélérer sur la présence française au Maroc, en partenariat avec les entreprises marocaines. J'ai en tête aussi des projets dans l'agroalimentaire où une entreprise française a fait le choix, avec un partenaire marocain, d'accélérer et d'augmenter ses capacités de production d'huile, par exemple, pour ensuite exporter en Afrique. Et bien c'est ça qu'on veut faire et c'est ça qu'on veut soutenir dans des nouveaux secteurs d'activité aussi, et pas que les secteurs traditionnels des relations entre la France et le Maroc. Alors nous allons continuer à parler à venir, Monsieur le Ministre. On va parler plus exactement du 6e sommet Union européenne-Union africaine qui aura lieu à Bruxelles les 17 et 18 février 2022. Quelles sont les principales orientations politiques de ce sommet et quels projets concrets pourraient être lancés pour une relance euro-africaine? Alors, les priorités de la présidence française vont être annoncées dans quelques jours par le président Macron. Donc je ne veux pas lui ôter évidemment la primeur de ces annonces. Ce qui est certain, c'est que l'Afrique sera au cœur de ses priorités, et notamment la relation entre l'Union européenne et l'Afrique d'un point de vue économique, et comment mieux saisir les opportunités exceptionnelles qu'il y a dans le cadre de la réorientation d'un certain nombre de chaînes de valeur et d'approvisionnement, dans le cadre des opportunités qu'il y a avec les nouveaux accords de libre-échange, les zones de libre-échange africaines, avec les possibilités extraordinaires en Afrique qu'il y a sur tout ce qui concerne les énergies renouvelables, les énergies vertes, l'hydrogène vert par exemple. Et donc de voir comment, en structurant mieux l'action et les relations entre l'Union européenne et l'Afrique, on peut saisir les opportunités économiques qui sont devant nous, qui sont là, avec cette croissance démographique très forte en Afrique, avec ce potentiel considérable d'équipement, la ville durable. Regardez le potentiel qu'il y a dans ce secteur de la ville durable. Les grandes villes africaines doublent de taille toutes les 10 ans, tous les 10 ans. Il y a des besoins considérables en gestion de l'eau, de l'assainissement, en construction, en transport, en énergie renouvelable. Considérable potentiel qu'il faut mieux structurer, et notamment au niveau européen. Alors Franck Riester, l'Union européenne est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. Comment ces liens et ce partenariat peuvent-ils être renforcés pour créer de la valeur ajoutée? Mais souvent, vous savez, il y a un certain nombre d'accords de libre-échange, d'accords commerciaux, de préférences commerciales qui existent d'ores et déjà, différents accords. Je ne vais pas résumer là, c'est un peu technique, mais et qui ne sont pas suffisamment utilisés, pas suffisamment optimisés, pour que d'ores et déjà, dans le périmètre actuel, je dirais juridique et commercial qui existe, nous puissions augmenter les échanges. Et cette meilleure, finalement, transmission d'informations sur ce qu'on peut faire aujourd'hui entre l'Afrique et l'Union européenne est déjà une priorité. C'est de la communication, finalement. Et c'est de mettre en place des dispositifs d'information plus efficaces. Ensuite, c'est de regarder comment on peut améliorer le système. À travers un certain nombre d'outils juridiques qui permettraient de faciliter le commerce entre nos deux continents. Et ça sera notamment au cœur de la présidence française et ce que j'aurai à faire au sein de la filière commerce. Mais je ne peux pas dévoiler toutes les priorités du président aujourd'hui. Franck Riester, ministre français chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, merci d'avoir répondu aux questions de Média TV et bon séjour au Maroc. Merci à vous. Merci.
Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Très belle soirée et excellente suite des programmes sur Midi Inter.